Et tout de suite les infos avec Clémence Lobary, bonjour. Bonjour à tous. Les agriculteurs de la coordination rurale et des jeunes agriculteurs de nouveau mobilisés à Toulouse. Ils bloquent depuis ce matin l'A64 à l'entrée de la ville. Une opération escargot également sur l'autoroute entre Marseille et Toulon. En parallèle, les tracteurs de la FNSEA ont quitté Paris après avoir passé la nuit devant l'Assemblée nationale. Et de nouvelles motions de censure à l'Assemblée nationale. Elles sont examinées par les députés cet après-midi. Des motions déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national pour dénoncer le positionnement de la France sur le traité de libre-échange avec le Mercosur, un accord largement dénoncé par le secteur agricole. Les deux parties reprochent à l'exécutif de s'y être opposé trop tardivement. Ces deux motions n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. L'entrée pour le musée du Louvre est désormais plus chère pour les non-européens. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Les touristes hors espace économique européen doivent payer un tarif plus élevé que dans certains musées français, notamment 32 € au Louvre ou encore 31 € pour le château de Chambord. Une tarification qui devrait générer 20 à 30 millions d'euros par an. L'objectif étant de financer la rénovation du patrimoine national. Donald Trump accentue la pression sur l'Iran. Le président américain a de nouveau incité les Iraniens hier à prendre le pouvoir. Il a également assuré que les États-Unis agiraient de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées. On le rappelle, le pays est traversé depuis le 28 décembre par un vaste mouvement de contestation contre la vie chère et contre le pouvoir en place. Julio Iglesias accusé de viol et d'agression sexuelle. Deux femmes qui travaillaient pour lui ont déposé plainte contre le chanteur espagnol de 82 ans. Les faits se seraient déroulés en 2021 dans les maisons privées de la star en République dominicaine et aux Bahamas. Julio Iglesias n'a pas encore réagi. Et puis on termine avec un mot de football. Et au programme ce soir, les deux demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est opposé à l'Égypte à 18h et puis le Maroc affrontera le Nigeria. C'est une rencontre à suivre ce soir à partir de 21h. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Dansman. Bonjour Valérie. On va voir le zapping avec vous tout à l'heure. Vous allez à 10h30. Réagir les débatteurs et Félix Mathieu pour c'est quoi le problème. C'est un vrai problème, l'exposition des enfants des 0 à 15 ans qui sont surexposés aux écrans. Et je voulais qu'on s'intéresse aux tout petits, véritable problème, question sanitaire, hein, c'est ce que dit Fléau pour la santé. On sera avec le docteur Sylvie Dieu-Ozika qui est pédiatre et qui est membre du collectif Surexposition aux écrans. Les enfants, et elle soigne, elle voit en consultation des petits qui ont moins de 2 ans et qui sont parfois jusqu'à 8 heures devant des écrans. On va en parler avec elle dans un instant. Alertons sur les dangers des écrans, sur les plus jeunes. On va en parler dans un instant. Les débats, on va revenir sur le procès de Marine Le Pen et sur la question de l'inéligibilité. C'est la question qui se pose avec ce procès. On va y revenir et là, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300 et puis on va parler également de ces KFC, Kentucky Fried Chicken, qui vient de décider de transformer une vingtaine de restaurants en restaurants halal. Alors le halal qui s'étend, ce n'est plus seulement la nourriture, c'est à la fois les banques, les cosmétiques, les loisirs. C'est ce que notre alimentation est devenue une arme politique aujourd'hui. 0826 300 300. On va évoquer tous ces sujets. Et puis pour le sujet de ce matin, dont vous allez parler avec vos débatteurs, je voulais vous faire écouter ce son. Vous pourrez également réagir avec votre débatteur. C'était dans le rendez-vous politique ce matin de Jean-François Aquili à 8h20. Il recevait le président de la région PACA, Renaud Muselier, et il l'a interrogé. Et Renaud Muselier a affirmé que le RN a triché, ça c'est sûr, mais que Marine Le Pen devait quand même pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. On écoute ce son. J'étais au Parlement européen avec eux quand ils ont triché. Bon, c'est simple, ils ont triché. La question. Oui, mais elle n'a pas commis véritablement. Non, mais ils ont triché. C'était pas clair, etc. Oui, c'était très clair. Ils le savaient. C'était très clair. Ils le savaient très bien et ils le font systématiquement. Ce qui me gêne vraiment, mais on a pu le voir aussi avec, c'est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça me plaît pas. Vous voulez l'avoir condamné, mais pas inéligible. Ils ont fait une faute, ils doivent payer leur faute, voilà. Mais l'inéligibilité... Mais pas la privée de la présidentielle. Non, ça je trouve pas ça normal.
Bon, il y avait aussi Patrick Roger qui a mis son grain de sel dans l'interview. Et donc, vous pouvez réagir à ce qu'a dit Renaud Muselier avec vos débatteurs et nos auditeurs sur tous nos réseaux sociaux et également 0825 826 0826 30 30. 0826 300 300. N'essayez pas. Allez, ça fait qu'une semaine. C'est quoi le problème, Félix Mathieu? On voit depuis que dans le débat public se pose cette question des écrans, de la nocivité des écrans sur les moins de 15 ans. Plusieurs projets, propositions de loi proposent d'interdire ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible? Hier, on a vu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sur X et sur Facebook, mais les études sur les dangers s'accumulent. Alors, petit état des lieux avec vous avant d'interviewer notre invité, le docteur Sylvie Duosica. Oui, si on commence par les tout petits, les enfants, les conséquences, sans parler même des réseaux sociaux, juste des écrans sur leur développement cérébral, ça devient effectivement un vrai fléau, à en croire les professionnels de santé. Une nouvelle étude britannique montre un lien direct entre l'exposition aux écrans et la pauvreté du langage, c'est-à-dire des petits de moins de 2 ans très exposés aux écrans qui se retrouvent à avoir beaucoup moins de vocabulaire, beaucoup moins de mots disponibles pour s'exprimer que d'autres enfants du même âge. Autre danger, une motricité fine moins bonne. Concrètement, des enfants qui savent moins que les autres faire quelque chose de leurs 10 doigts parce qu'ils ont passé trop de temps devant des écrans. Problème aussi du côté de la gestion des émotions, ce qu'on va appeler les grosses colères, parce que la tentation est forte, on le comprend aussi pour des parents, de mettre les enfants devant un écran pour le calmer. On en voit parfois dans les trains tout simplement pour se garantir un petit peu la paix pendant 1 heure ou 2. Ou au restaurant aussi. Oui, ou au restaurant, ou même à la maison finalement. Le risque évidemment, c'est qu'il ne sache plus se calmer autrement qu'avec cet écran. Un enfant irritable dès qu'il est privé de tablette, de smartphone ou de télé ou d'ordinateur. Oui, c'est vrai que c'est préoccupant, c'est compliqué pour les parents parfois de réagir. Il y a la question des réseaux sociaux, ça c'est pour les plus grands. Oui, pour les plus grands, pour les adolescents, il y a plusieurs projets de loi en ce moment qui sont dans les tuyaux pour les interdire au moins de 15 ans. C'était la volonté du président de la République Emmanuel Macron. Il y a aussi des propositions de loi d'origine parlementaire du côté du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ça a déjà été interdit d'ailleurs au moins de 16 ans du côté de l'Australie, donc comme quoi c'est faisable. En tout cas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de rendre une nouvelle étude qui est plus, si vous voulez, une synthèse des milliers d'études qui ont été faites ces dernières années sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des ados. Et le résultat, c'est assez dévastateur, il faut le dire franchement. Un système addictif, un algorithme qui est bien réglé pour capter l'attention, mais aussi pour exploiter les failles propres aux adolescents. C'est quand même un âge assez difficile où on va avoir tendance à se comparer beaucoup, à être complexé, à être très attentif aussi au jugement des autres ados qui ont le même âge. Et l'algorithme, quelque part, exploite sur ces failles propres aux adolescents. On va avoir aussi tendance à cet âge-là à prendre pour argent comptant le physique idéal qui va nous être vendu, notamment sur les plateformes. Donc le résultat, c'est que la moitié des 12-17 ans passent 2 à 5 heures par jour sur leur smartphone. 2 à 5 heures pour les ados. Donc cette étude en appelle à empêcher l'accès aux réseaux sociaux, sauf si on a des plateformes qui seraient rigoureusement paramétrées pour protéger la santé mentale de nos adolescents. Ou éduquer au téléphone, à son fonctionnement, à ce qu'on peut y trouver. Et puis peut-être d'interdire, ça va peut-être encore rendre plus excitant d'avoir un portable. Et peut-être on se passera des portables sous le manteau. C'est ce qui s'est passé avec toutes les interdictions. Et on trouve toujours un moyen. S'ils vont plus sur leur portable, ils iront sur leur ordinateur. Donc il y a peut-être une éducation aussi à faire, aussi bien des parents que des ados. On pourra poser la question à notre... Oui, 0826 300 300, vous êtes parents, vous êtes grands-parents. Qu'est-ce que vous observez chez vos enfants, vos petits-enfants? C'est vrai qu'on voit que l'attractivité du portable chez les tout-petits, et moi c'est ce qui m'intéressait. Docteur Sylvie Duosica, bonjour. Vous êtes pédiatre, membre du collectif Surexposition aux écrans. Vous êtes en charge donc de ce sujet, la surexposition des écrans à l'hôpital Jean Verdier, de la PHP de Bondy. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet.
L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique chez Grasset et les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée chez Hatier. Vous poussez, vous, un vrai cri d'alerte. Et ce qui m'intéresse, je vous ai entendu, je vous ai lu, c'est les tout petits. Les tout petits, et vous êtes, alors confirmez-moi, vous vous intéressez à tous les jeunes, vous êtes pédiatre, mais plus particulièrement chez des tout petits qui, à 2 ans, passent des heures et des heures sur des écrans. Bonjour, docteur. Bonjour à vous. Merci de consacrer effectivement cette émission pour les tout petits. Je suis donc effectivement pédiatre et alertée depuis maintenant 2017 avec le collectif Surexposition Écran qui sont que des professionnels de terrain sans conflit d'intérêt. Je pointe ce problème-là parce que ma parole est libre et les enfants se retrouvent complètement bloqués sur ces écrans parce que les contenus sont addictifs et sont faits exprès pour qu'ils y restent collés. Les parents se retrouvent eux-mêmes, évidemment vous avez parlé des réseaux sociaux et autres, et ben ça concerne les parents, et ils se retrouvent eux-mêmes scotchés et on va dire souvent, on peut le dire assez facilement, sont des mauvais parents. Non, pour l'instant on ne va pas parler de mauvais parents, on va parler de parents non informés, suffisamment précocement et suffisamment intensément sur les risques. Il faut savoir que les professionnels de santé ne sont pas du tout formés à la problématique des écrans et ne peuvent pas, pour l'instant, donner des informations suffisamment claires. Mais vous pensez vraiment que c'est une question d'information parce que est-ce que l'écran n'est pas plus fort finalement que les parents? Je vois autour de moi des jeunes femmes qui ont eu des enfants en disant mais jamais les écrans, et puis finalement, bah oui, ils se rendent compte qu'ils se font avoir. Donc ils sont informés, mais quelque part, et les enfants sont demandeurs aussi, donc c'est compliqué de résister. Alors, bien sûr, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est important pour les grands-parents, par exemple, qui nous écoutent, de bien savoir que les contenus proposés actuellement ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques décennies. Pour dire les choses claires, moi, le mercredi, j'ai aussi passé du temps devant la télé, comme beaucoup d'autres personnes, mais ça avait un temps particulier, un début, un milieu, une fin. C'est plus du tout maintenant la même chose. À la fois, les contenus sont addictifs et sont faits exprès pour que les enfants ne lâchent pas, quel que soit leur âge, et les adultes aussi, les adolescents. Et à la fois, la permanence, le 24 heures sur 24, le 7 jours sur 7, fait une grosse différence. Et puis aussi, ces applications sont intelligentes, évidemment. Elles ont tout intérêt puisqu'il faut que le bébé soit un bon client. Je parle bien du bébé. Et donc, ils vous proposent des produits soi-disant pédagogiques, soi-disant éducatifs. Il faut bien que les parents comprennent qu'ils n'ont rien d'éducatif, rien de pédagogique et qu'avant 6 ans, avec un écran, on n'apprend rien. Par contre, on scotche son enfant dessus parce qu'il est saturé d'informations qui vont à toute vitesse et effectivement, il va être très calme. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont apprendre quelque chose. Alors, on a un auditeur, puis on va continuer cette discussion. Romina qui illustre ce qu'on est en train de dire. Bonjour Romina. Oui, bonjour. Alors vous avez une fille, une petite fille, c'est ça, qui a 9 ans? Oui, c'est ça, 9 ans, oui. Et quel est son rapport aux écrans et comment est-ce que vous gérez? Je vais vous dire, c'est épouvantable. Moi, je suis complètement dépassée. Alors, effectivement, je m'en veux moi aussi parce que je me dis que moi, je suis infirmière libérale et je suis surexposée moi-même en fait au téléphone portable. C'est presque mon 5e membre parce que tout se fait par le biais des écrans. Donc, les cartes bancaires, les cartes vitales, les cartes de fidélité, enfin, tout est fait. On est hyper sollicité par les mails ou les WhatsApp. Et donc, on se détourne de nos enfants puisqu'ils nous noient toujours là-dessus et eux, ils réclament aussi une attention constante. Et ils cherchent à faire comme nous, en fait. Et ensuite, c'est vrai que ça les attire énormément. Il ne faut pas se cacher une facilité. Quand on est occupé à quelque chose, de les mettre devant un écran, c'est quand même la facilité qu'on a tous. Mais par contre, si on se pense un petit peu là-dessus, parce que j'ai toujours un œil quand même sur ce qu'elle regarde. Et c'est vrai que les contenus sont générés aussi par des algorithmes. Et ça, franchement, ça nécessite une certaine attention. Parce que si on y regarde bien, ça peut toucher aussi des domaines comme l'égalité homme-femme, vous voyez, il y a certaines vidéos d'influenceurs qui peuvent renvoyer une certaine discrimination des gens, une certaine distorsion du réel aussi, parce qu'elle me dit, mais maman, j'ai vu, il l'a montré plusieurs fois, ça existe, donc il faut bien faire attention à ce qu'il regarde. Et puis, moi, je sais que ça m'inquiète beaucoup, et il y a un super article, j'avais acheté l'Audace qui a été lancé par Natacha Polony, et il y a un super article, alors ça peut même effrayer un peu, parce qu'il
Épineux-Rieux, c'est un article d'un monsieur qui est un neurochercheur qui dit que ça entraîne un frein cérébral sur les enfants et qu'on pourrait même en arriver à avoir informer des enfants, se retrouver avec un crétin digital à la maison. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors on va en reparler. Je vois, docteur Sylvie Dieu-Ozika, ça vous fait réagir. On va en reparler dans un instant. 0826 300 300. On vous attend. On attend vos réactions. Évidemment, William sera en ligne avec nous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Nous parlons de la surexposition des enfants aux écrans. Nous sommes avec le docteur Sylvie Dieu-Ozika, pédiatre, membre du collectif Surexposition aux écrans. Vous alertez inlassablement sur cette surexposition des enfants. Vous êtes pédiatre à l'hôpital Jean Verdier de la PHP de Bondy. Vous avez publié plusieurs livres qui seront utiles ou qui sont utiles pour les parents. L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique. Vous parlez de pandémie parce que c'est un fléau, c'est un problème de santé publique et les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée. Chez Atier, une question d'un auditeur qui demande s'il y a une durée d'écoute minimale acceptable. C'est-à-dire, y a-t-il une durée acceptable ou aucune pour des enfants ? Alors, pour les petits, encore une fois, ça n'a rien de pédagogique ni d'éducatif, ça n'apprend rien. Si on est en lien avec ses grands-parents, par exemple en FaceTime, comme on l'a fait pendant une période et qu'on le fait encore, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les algorithmes derrière. Donc, l'enfant de 2 ans et demi va lâcher l'écran parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus rien à dire à sa grand-mère, si on peut dire. Si on va utiliser un dessin animé qui a un début, un milieu, une fin, qui va s'arrêter, qui est lent, comme un trotro, un petit ours brun, pour couper les ongles de son petit garçon ou natter ses cheveux, ça ne posera pas de problème parce que ça va durer 5 minutes, c'est sur les genoux du parent qui est engagé, qui est présent et qui fait des liens avec ce que regarde l'enfant. Regarde Choupi, il est en train de faire ceci, cela. D'accord ? Donc la réponse est selon le contexte, selon le contenu et évidemment le moins possible, encore une fois, avant 6 ans, on apprend dans le regard et la présence de l'autre adulte. Moi j'avais une question, docteur, ça fait 2 fois que vous dites que c'est pas éducatif. Moi j'étais dans un train et il y avait je pense qu'il avait 4-5 ans et sa maman était très fière parce qu'il arrivait à faire des puzzles et elle disait à son mari qu'est-ce qu'il est vif mon enfant, et il lui donnait un puzzle sur une tablette, j'imagine. Oui, un puzzle sur une tablette. Après fallait montrer différentes choses sur un cheval. Oui, il y a plein de jeux éducatifs qui sont proposés. Et donc, est-ce qu'on peut pas dire que... Oui, mais est-ce que ça ne rend pas plus vif ces enfants par rapport aux enfants d'il y a 10 ans, 15 ans? Alors, est-ce qu'ils vont pas avoir... C'est un argument que je vous donne. C'est pour ça que je cherche comme vous avez dit 2 fois, c'est pas du tout éducatif et jusqu'à 5-6 ans, ça apprend rien. Les parents se font piéger par cette notion-là. Après 6 ans, on peut discuter. Il faut savoir que le temps que vous allez passer à apprendre quelque chose sur l'écran va être beaucoup plus important que si vous l'apprenez avec quelqu'un à côté de vous. Pour donner des chiffres, pour que ce soit clair, vous allez mettre 3 heures d'écran et vous allez apprendre 3 nouveaux mots dans une langue, par exemple. Vous allez passer 3 heures avec une personne en direct sur un livre, sur des jeux, et vous allez apprendre 100 mots. Enfin, voilà, le temps qu'on va passer, bien sûr, va pouvoir vous permettre d'apprendre quelque chose, mais il est excessif par rapport au temps que vous auriez pu passer à faire autre chose. Et puis, il faut donner 2 notions, enfin, même plusieurs. Il y a un impact sur la vision, dont on ne parle pas suffisamment. Il y a un impact sur la motricité fine, vous l'avez dit tout à l'heure. Quand vous faites ça sur un écran, c'est rien du tout. Alors que quand vous prenez des cubes, ainsi de suite, vous avez la notion de 3e dimension qui est bien plus complexe, en fait, et qui impressionne beaucoup les parents. On a toujours cette fascination d'être impressionné de ce que va faire un enfant sur un écran. Mais en fait, c'est très, très simple. La 3e dimension est beaucoup plus compliquée pour un enfant de comprendre qu'une balle, ça roule pour de vrai, que des cubes, ça se met les uns sur les autres, ainsi de suite, c'est très différent. Et puis encore une fois, dernier point, c'est une activité sédentaire. Vous ne bougez pas du tout. Alors que quand vous êtes en train de marcher dans la rue, vous pouvez discuter avec votre parent et regarder l'arbre, et c'est tel arbre, et tel fruit, et tel... Enfin, vous voyez... C'est vraiment très, très différent en termes d'impact sur le cerveau et sur les apprentissages. On a beaucoup de réactions, beaucoup de parents. Vous, dans une interview, vous dites qu'il n'y a que 15% des parents qui respectent la recommandation de 0 écran avant 3 ans. 15% des parents. William, alors vous avez respecté cette recommandation ?
Ah oui, dans les premières années de la vie de mon fils, bien évidemment. C'était quelque chose de déterminant. Et puis, maintenant, il a 12 ans. Donc, en fait, ma réflexion au quotidien, elle est de me dire comment je peux utiliser ces outils d'écran mis à disposition et en faire un élément de confiance grandissante avec mon enfant plutôt qu'un élément de discorde, en fait. L'idée, c'est de trouver cet équilibre entre, en fait, pas diaboliser l'écran, parce qu'on serait sur un débat tous les jours avec nos enfants, mais plutôt se dire que c'est pas la solution, c'est sûrement pas la solution d'attente, c'est sûrement pas la solution d'apprentissage. Là, je rejoins pleinement la professionnelle de santé là-dessus, mais moi, dans mon fonctionnement, je suis plutôt sur, essayer de partager avec lui, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qui va l'attirer, et je fonctionne plutôt, alors je peux vous dire, au projet ou à l'action, c'est-à-dire que il me dit, je regarde une vidéo, je regarde un clip de musique, plutôt que d'être complètement sur le temps, et j'aime bien cette notion de se dire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Aujourd'hui, tu vas utiliser un écran, mais qu'est-ce que tu vas faire et à quel moment ça va s'arrêter? On part pas en utilisant les écrans, juste pour passer le temps, sans une donnée cadrée. Et un point important, j'avais fait ça quand il était plus petit. Nous, on sait ce que c'est, passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure sur quelque chose. Un enfant, il se rend pas forcément compte de la durée. Et je m'étais rendu compte que les enfants, je lui avais dit un jour, je te laisse faire et on va voir en fin de journée combien de temps tu as passé sur les écrans. Et aujourd'hui, un enfant, il va vous répondre à 6-7 ans, il va vous dire j'ai fait 20 minutes, j'ai fait 30 minutes, mais peut-être qu'il a fait 3 heures. Et il a besoin que le parent le ramène sur du factuel en disant non, aujourd'hui, voilà, sans règles, sans cadre, tu as fait 3 heures sur un écran et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et bien au final, rien. Alors que peut-être sur ce fonctionnement à l'action, début, milieu, fin, tu auras fait quelque chose de concret, tu auras pris du plaisir, parce que ça existe, autant l'utiliser pour prendre un peu de plaisir, au moins que ce soit utile, et tu l'auras en plus pris aucun risque par rapport à ton développement. Donc vraiment factualiser, mais pour cela, il faut prendre un petit peu de temps quand même pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont regarder. Il faut être disponible. Il faut être disponible, c'est ça. Mais vos enfants l'acceptent, votre fils l'accepte. C'est un papa engagé là. Oui, mais c'est une habitude. Quand on parle des parents qui vont donner on est au restaurant, on donne le téléphone à nos enfants parce qu'il y a 10 minutes à attendre. Mais si on le fait depuis petit, c'est un réflexe qu'ils vont prendre. Aujourd'hui, moi, mon fils, il a 12 ans. Il ne demande pas le téléphone quand on attend au resto, parce qu'on a installé des petits jeux, des petites choses qui lui font passer le temps en s'amusant. Il a 12 ans et il me demande encore les activités qu'on faisait quand il avait 5-6 ans, rien, des petits jeux, des petites questions, des petits trucs d'observation, mais ça devient une routine. Il y a eu des générations d'enfants qui ont grandi en prenant un bouquin et ça n'a pas fait des tarés. Est-ce que vous avez pris conscience très tôt de l'impact et de faire ce qu'il faut? Ça s'apprend très tôt, c'est comme le bien manger, voilà, il faut très tôt parler des écrans. Moi j'en parle dès la première visite, des 15 jours de vie, donc c'est dire des 15 jours de vie, ah oui, effectivement. Oui. Plus les parents seront informés très tôt, notamment même en maternité, moi je plaide pour ça, et plus ils sauront à quelle sauce on est mangé, les enfants et les parents. Il faut leur parler, par exemple, vous parliez de votre enfant de 12 ans, il faut lui parler des principes de la captologie, les systèmes qui sont mis en place. La captologie, c'est le persuasive design, c'est Monsieur Fogg, il y a 20 ans aux États-Unis, à Silicon Valley, qui a mis en place un système pour que nous ne lâchions pas nos écrans. Vous, moi, nous sommes tous pris par ces algorithmes et ces systèmes qui font que nous ne lâchons pas. Ça s'appelle l'économie de l'attention. Et on peut s'en désintoxiquer ? C'est ce que vous faites ? Si on est informé déjà, c'est la première chose, il faut être informé, il faut protéger et en même temps interdire. Tout à l'heure, on parlait de la notion d'interdiction. Je suis désolée, on interdit l'alcool, le tabac, on protège les enfants qui sont vulnérables par nature. Le tout petit, il faut se décider à interdire et il faut se décider à interdire les produits potentiellement dangereux comme on le fait pour la drogue ou autre. Les réseaux sociaux actuels, comme ils sont dangereux pour la santé mentale et physique de nos enfants et de nos adolescents. Alors, on a Stéphanie qui voulait réagir également. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous avez 2 garçons, 16 ans et 23 ans. Alors, quel a été votre comportement vis-à-vis des écrans ? Alors moi, je suis pas un très bon exemple, et justement, c'est pour ça aujourd'hui je voudrais témoigner et je rejoins William et le docteur sur tout ce qu'ils ont dit. En effet, j'ai commencé à acheter des écrans très jeunes. Mon grand a eu les Nintendo DS, la D1, la D2, la D3, enfin vous savez, tout cet attirail qu'on achète dans les grandes enseignes. Et dès 3 ans, je dirais, il a été sur écran. Au final, ça a créé un enfant
très renfermé. Aujourd'hui, il a 23 ans, donc il est dans sa chambre, il sortait pas beaucoup, il sort très peu. Il a fait une tentative de suicide il y a peu de temps. Par chance, il n'a rien eu lors de cette tentative. Donc ça peut aller très loin. Moi, je suis pas là pour faire donneur de leçons, etc. Je suis c'est le constat. Pour les interdictions. Exactement, c'est un constat, absolument. Donc vous estimez que les écrans ont eu un impact néfaste, des effets néfastes sur vos enfants? Oui, alors comme tout, à part la drogue, alors je ne suis pas jusqu'à comparer à la drogue, mais c'est vrai qu'il y a des addictions, ça on est d'accord, les enseignants le disent, problème de concentration, problème d'agressivité, hein. Il n'y a pas que des écrans de téléphone, il y a la PlayStation, les jeux, la conduite à risque, les capacités intellectuelles sont parfois impactées, les TOC. Mes enfants avaient des TOC, c'est-à-dire que quand ils partaient des fois chez leur papa, ils revenaient, ils jouaient autant chez lui que chez moi. Mon fils il clignait des yeux, mais en permanence. En permanence. Je lui dis mais pourquoi tu clignes des yeux? En fait, le cerveau n'est pas fait pour recevoir autant d'informations. Je suis pas médecin, je suis pas psychanalyste, mais en tout cas, oui, vous avez remarqué. Oui. On a une génération qui est très intelligente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les écrans n'ont pas que du négatif, le digital n'a pas que du négatif, mais comme tout, il faut l'utiliser à petite dose. Donc tout ça pour dire nos enfants sont très intelligents, mais ils reçoivent une masse d'informations qui parfois sont des fake news, tout comme les adultes. Hein. Le modèle passe par le haut. Quand vous allez au restaurant, maintenant vous partez en vacances, vous voyez les gens, ils ne se parlent pas. Ils sont sur leur écran pendant tout le repas. Ils ont payé leurs vacances une fortune. Les filles, elles sont sur Instagram en train de se prendre en photo à la plage. Voilà, donc c'est vraiment un problème de société, je dirais. Donc, est-ce que les gens vont réagir maintenant? J'en sais rien. Alors, c'est vrai que pour les adultes, on le voit aussi, cette addiction, mais ce qui est inquiétant et ce sur quoi il faut alerter. Merci en tout cas, Stéphanie, de nous avoir appelé pour témoigner. Ce sur quoi il faut alerter, et c'est ce que vous faites, docteur Sylvie Dieu au SICA, c'est sur les tout petits. Je vous ai entendu dans une interview où vous disiez que vous aviez des enfants de moins de 2 ans aujourd'hui en consultation. Mais oui, parce que si on regarde un peu, qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de soi, vous le dites dans les restaurants, dans les cours, vous pensez qu'il se passe quoi dans les maternités et ensuite à la maison? Il se passe exactement la même chose avec ces parents qui n'ont pas été informés, qui sont addicts eux-mêmes, on va le dire, pour différentes raisons, hein, des bonnes et des mauvaises, le télétravail, tout ce que vous voulez aussi, cette notion-là est importante. Et donc, ils sont pris par leur écran et ça a un impact extrêmement important sur le bébé, les troubles des interactions précoces, ça s'appelle la technoférence, c'est un nom, et ces bébés ne peuvent pas se construire correctement parce qu'ils n'ont pas le regard attentif, disponible de leurs parents et donc ils ne sont pas informés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les professionnels de santé ne sont pas aussi assez formés à cette problématique pour pouvoir sensibiliser les parents le plus tôt possible. Merci beaucoup, docteur Sylvie Dieu au SICA, d'avoir été avec nous. Vos 2 livres indispensables pour les parents, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique, et 10 clés pour les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée. Voilà, vous nous le montrez. Merci à vous, c'est paru chez Hatier. Merci beaucoup, docteur. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, en particulier le procès de Marine Le Pen. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à tous et à tous, nous sommes... non, pas bonjour à tous, bonjour, bonjour à toutes et à tous, mais on continue, 10h30 midi, les débats, avec aujourd'hui Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochement scolaire à la région Île-de-France. Julia Achat, bonjour, vous êtes conseillère municipale à Kingersheim dans le Haut-Rhin, je l'ai bien dit. Vous l'avez parfaitement dit. Voilà, je vais essayer de dire inéligibilité aussi d'un seul coup. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, vous êtes venu avec votre écharpe magnifique, jaune, voilà. La campagne de Sarah-Knafo à Paris. Absolument. Bonjour Patrick, à tous. Bonjour à vous. Et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour à vous. Merci d'être là. On va parler du procès de Marine Le Pen. L'inéligibilité est-elle antidémocratique? Est-ce qu'il faudrait que les députés reviennent sur cet article de loi portant sur l'inéligibilité? Je l'ai bien dit 3 fois. Il faut que j'y arrive 4 fois. Et puis KFC qui devient partiellement halal dans plus d'une vingtaine de restaurants. Une décision commerciale ou est-ce une stratégie? L'alimentation est-elle devenue une arme politique? C'est ce que dit Florence Bergeau-Blaclair, qui a écrit un livre sur le halal. Le halal aujourd'hui ne s'arrête plus à l'alimentation, à la viande, mais s'étend à beaucoup d'autres domaines, la banque, les cosmétiques, les loisirs. On va en parler avec vous. On parlera également de ce manuel
manuel scolaire avec vous, Alexandra Spiner, destiné au terminal et qui a une drôle de façon de voir ce qui s'est passé le 7 octobre. On va aborder beaucoup d'autres sujets avec vous et on commence avec le zapping de Gilles qui va vous faire réagir aussi sur d'autres sujets. Et oui, chaque jour à 10h30, on fait un pas de côté avec des petits sujets qui ont aussi leur importance dans la vie des Français et nos auditeurs peuvent réagir. Alors, je ne sais pas, autour de la table, chers débatteurs, est-ce que ce que vous portez est français ou pas, vos vêtements? Vous êtes... Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Et vous, vous avez votre Moi, j'ai aussi un doute. J'aime bien acheter français, mais européen quand même. On ne sait plus. Oui, on reste européen. On ne sait plus. En tout cas, votre employeur va peut-être vous donner un coup de pouce pour acheter du Made in France. Alors, c'est un projet qui est sur la table, sur un peu le modèle du chèque vacances. On aurait le droit à une fois par an à un chèque France. Reportage sur France Info. Acheter des vêtements français grâce à un chèque partiellement financé par votre entreprise, l'idée divise ses consommateurs. Pourquoi pas? Oui, ça serait bien d'acheter français, local, comme l'alimentation. Je pense que ça serait une bonne chose. Il y a un problème à ce que ce soit les entreprises qui donnent des chèques, tout comme on pourrait donner des tickets resto. Est-ce que les Français aient surtout les moyens de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent et qu'ils ne soient pas dépendants d'un nouveau chèque fourni par des entreprises ou par l'État? Pour inciter l'achat de vêtements éco-responsables, fabriqués en France ou en Europe, et concurrencer les enseignes chinoises à très bas coût, un éco-chèque pourrait voir le jour. 250 € maximum chaque année par salarié, financé en grande partie par l'employeur. Exemple, pour une dépense de 100 €, l'entreprise financerait alors 60 €. 40 € resteraient à la charge du salarié. Alors, il faut juste préciser que c'est proposé par le Haut Commissariat au Plan. Et donc, David Lisnard s'interroge, lui, sur éco-chèque, Haut Commissariat au Plan, vêtements éco-responsables. Bref, on se demande quand même jusqu'où tout cela... Moi, ce qui me pose problème quand même, c'est qu'on est toujours dans la subvention de l'économie. Absolument. Pardon, c'est quand même délirant. Si on commence peut-être par baisser les dépenses publiques, peut-être que la compétitivité française pourra redémarrer. Enfin, on n'en sort jamais, quoi. On nous parle à longueur. Donner plus de salaire, c'est ça? Mais évidemment. Prisca Thévenot dit, voilà donc à quoi sert le Haut Commissariat au Plan. Inventer une nouvelle usine à gaz, critères, contrôle, paperasse, plutôt que de multiplier les chèques, produisons mieux, simplifions et rendrons nos entreprises compétitives. Baissons la fiscalité. Bienvenue chez les fous, en fait. Chaque fois qu'il y a un problème, on invente un chèque. Enfin, franchement, ou on est patriote ou pas. Je voudrais vous parler ce matin des œufs. Il n'y a plus d'œufs dans nos centres commerciaux. Et quand vous voulez faire un poulailler, les gens disent on ne veut pas de poulet parce que ça pue, ça fait du bruit. Il faudrait que les Françaises et les Français soient cohérents. Oui, il faut encourager le Made in France, mais c'est pas à coup de chèque parce que c'est quelqu'un qui paye. Ou c'est l'entreprise, ou c'est le citoyen. Donc, arrêtons d'être fous. Oui, écoutez, moi je pense que les Français sont cohérents. Là, c'est pas les Français qui décident de faire ça. C'est comme vous l'avez dit, Valérie, le Haut Commissariat. On se demande d'ailleurs ce qu'est devenu ce Haut Commissariat au Plan sous François Bayrou, avec tous ces gens payés à faire on ne sait pas trop quoi. Très concrètement, évidemment, on ne va pas et on ne doit pas subventionner à nouveau l'économie. Vous savez que les Français tiennent à acheter français ou européens quand ils ne peuvent pas acheter français. De plus en plus, c'est pourquoi de nombreuses entreprises commencent depuis quelques années à communiquer au maximum sur ce genre de produits. Il faut en avoir les moyens. Exactement. Aujourd'hui, il faut en avoir les moyens, c'est très cher. Et donc, le rôle du politique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on doit continuer à se faire bananer comme on l'a fait pendant des années au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, nous on acceptait, je caricature un petit peu, mais vous voyez l'idée, un ensemble de produits qui viennent du monde entier, alors que tous les autres pays, en disant qu'ils étaient ouverts, faisaient exprès avec des droits de douane. On voit les États-Unis, on voit le Japon depuis des années, des décennies qui fait ça. Ils protégeaient leur marché et en revanche, ils envoient leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, heureusement, il y a un changement de mentalité de la plupart de la classe politique là-dessus, mais effectivement, comme vous l'avez dit à l'instant, Gilles, pour les Français, c'est encore très cher d'acheter français. Et l'écharpe de Sarah-Knafo, elle est fabriquée où ? Alors, j'ai pas l'origine devant moi, mais évidemment, vous savez que Sarah Knafo, qui se présente donc à Paris, qui a annoncé sa candidature récemment, eh bien, elle défend la souveraineté et c'est un de ses rôles au Parlement européen, vu qu'elle est eurodéputée. Oui, non, mais cher monsieur, pas la langue de bois chez vous, Reconquête, vous êtes connu pour dire les choses. Cette écharpe, elle est fabriquée. C'est pas moi qui m'occupe de la boutique. C'est pas moi qui m'occupe de la boutique. Non, mais c'est sympa, vous êtes sympathique comme garçon. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est très gentil. Mais non, on le sait tous. C'est très gentil. Non, mais on le sait tous. Je vais vous dire, il y a très peu de Made in France. Je vais vous dire, on a une partie de la boutique. Je vais vous dire une partie de la boutique qui était du Made in France pour Noël, parce que typiquement on avait des décorations en bois
pour les sapins qui étaient de France. Mais vous savez très bien qu'il y a une partie qui est faisable en France, et malheureusement aujourd'hui, vu la concurrence étrangère, qu'on ne peut pas faire en France. Alors on a Salomé qui est en ligne avec nous. Bonjour Salomé. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Vous êtes favorable à acheter du Made in France? Alors il y a deux sujets, hein. Il y a le fameux chèque, on inflige encore une autre chose aux entreprises, mais le Made in France, vous savez où le trouver, vous? Ben justement, moi je suis complètement pour encourager le Made in France, mais effectivement dans la pratique c'est pas vraiment facile de savoir où acheter Made in France, quoi. Et ça manque de clarté sur les labels, c'est pas assez mis en avant, je pense. Bah oui. Donc l'intention est bonne, mais est-ce qu'on va y arriver? Après les chèques, peut-être peuvent aider justement à mieux voir où aller. À condition que on soit bien accompagné. Oui, mais vous avez raison. Je veux dire, sur les vêtements, le Made in France, on en parle sur beaucoup d'objets, mais sur le vêtement, est-ce qu'on peut acheter du Made in France? Merci en tout cas Salomé d'appeler. Restez avec nous. Julia Achat, vous... Oui, moi je vous ai écouté attentivement, à la fois sur le patriotisme que je vais remettre en question lorsqu'il s'agit de Sarah Knafo, mais je pense que tous les Français ont envie d'acheter français. La question de la proposition du Haut Commissariat au Plan, ce serait avant tout de savoir, est-ce que c'est une subvention qui va être temporaire, histoire de lancer une dynamique favorable à l'achat du Made in France et justement une mise en visibilité des produits qui aujourd'hui est restreinte, ou est-ce que c'est encore une énième subvention qui va durer dans le temps et qui finalement, les effets vont s'essouffler avec le temps, comme ça a pu être le cas pour d'autres subventions. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que c'est une mesure qui va être court-termiste pour effectivement lancer une dynamique, ou est-ce qu'on va rentrer dans une zone de confort où on va finalement s'habituer à cela et ça va pas avoir finalement d'impact structurel à long terme sur la consommation Made in France? C'est là où, et vous avez parlé de pouvoir d'achat, je pense qu'à court terme c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on a peu de solutions pour redonner un peu de souffle aux Français, notamment aux classes moyennes. Maintenant, effectivement, le vrai sujet, ce sera de redonner du pouvoir d'achat sur le salaire et pas uniquement avec des subventions et des chèques. Oui, et puis vous voyez, moi je pense que les supermarchés, par exemple, les supermarchés qui s'engagent à ne pas vendre de viande issue du Mercosur, ils font plus pour le Made in France, vous voyez, que ce énième chèque, cette énième mesure. On va en reparler avec Julia parce que c'est son politique de projecteur. Voilà. On va en parler dans un instant, mais est-ce que c'est possible et est-ce que c'est réellement viable? Mais ça pose la question quand même des commissariats, des hauts commissariats. On veut nous en coller un autre. Qui est encore plus scandaleux. À la diversité. Mais à la diversité, vous n'avez pas vu ça? Vous êtes sur tous les plateaux de télé, vous n'avez pas entendu parler de ça? Au commissariat, à la diversité. Des fois, Macronie, on peut avoir aquaponie plutôt que de répondre aux vraies questions. Non, mais je suis d'accord avec vous, Valérie, il faut arrêter avec ces agences. Et le haut-commissariat à l'enfance, qui est moi on recase les copains et les coquins. Qui est ma bête noire. Je suis clair. Sur le Haut Commissariat à la diversité, on ne regasse pas les copains, par contre. C'est vraiment des personnalités identifiées pour venir parler. Madame, je vous dis franchement, c'est encore un bidule qui servira à rien. Moi, je vais vous dire. Combien ça coûte? Très franchement, ça servira à rien. C'est surtout un bidule qui menace la République. Non, mais à la limite, un commissariat à l'agriculture. Ce qu'on y fait. Vous savez, un commissariat pour régler le problème des agriculteurs, ou désolé madame, mais dans les supermarchés, quand vous vendez votre légume, le supermarché prend 42% de marge. Vous avez des collectivités aujourd'hui qui vont acheter encore du bœuf brésilien et qui vont pourrir nos gamins. Il faudrait que j'achète français à l'image de Toulouse. Enfin, il y aurait des choses à faire. Un commissaire à l'agriculture, oui, mais à la diversité, non. Faisons-le plutôt. Alors, on va revenir en plus sur tous ces sujets avec vous dans un instant, et avec Gilles, on va voir. On va continuer le zapping. Oui. On va voir si Mattel fait du business ou est pour la bonne cause. Ah oui, les poupées autistes, la poupée Barbie autiste, ça divise. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons notre zapping avec vous, Gilles, donc sujet qui fait débat. Oui, exactement, avec Mattel. Alors, est-ce du business ou de l'inclusion en dehors de la Barbie, qu'on appelle la Barbie fashionista, qu'on connaît tous? Depuis plusieurs années, Mattel sort des Barbies dites inclusives, représentant divers handicaps ou maladies. Alors, on a la Barbie en fauteuil roulant, la Barbie trisomie 21, la Barbie diabétique, la Barbie absolument atteinte de cécité ou de vitiligo. En début de semaine est donc sortie la Barbie autiste. Et l'association SOS Autisme a porté plainte contre Mattel. La présidente de SOS Autisme s'en est expliqué ce matin sur Sud Radio, mais elle était également sur M6 hier.
Je trouve que cette poupée Barbie autiste est une véritable honte, que c'est une discrimination envers les personnes autistes. C'est pour cette raison qu'SOS Autisme France a décidé de porter plainte contre Mattel, parce qu'on ne peut pas représenter l'autisme avec des yeux de travers, un hand spinner dans la main et un casque sur les oreilles. Ça propage des clichés et des discriminations contre lesquelles on se bat depuis la création de cette association. C'est-à-dire qu'ils ont voulu réduire un syndrome qui est extrêmement complexe à des accessoires, et l'autisme n'est pas un accessoire et il n'y a pas de caractéristiques de traits physiques en fait à l'autisme, donc on ne peut pas le réduire comme ça. C'est déjà suffisamment difficile, la prise en charge de l'autisme, elle a 40 ans de retard en France, et là aujourd'hui on doit encore se battre contre les clichés. Voilà, réaction. Très franchement, je trouve que c'est un sujet tellement complexe, compliqué, que je ne sais pas quoi penser. Je suis ravi qu'il y ait eu tous ces salopards qui achètent des poupées pour s'en servir. C'est encore un autre sujet. Ça, oui. Mais là, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le plateau, mais je ne sais pas. Est-ce que ça peut servir la cause? Alors, le problème, c'est que autant la trisomie 21, et je parle avec toutes les précautions possibles et imaginables, il y a quand même des caractéristiques physique, autant l'autisme, c'est un handicap invisible. Donc, rajouter une stigmatisation à une maladie invisible, je ne sais pas. Très honnêtement, moi, je n'ai pas d'avis. J'avoue que j'ai été heureuse de voir des poupées Barbie avec la maladie de la peau, les maladies de la cécité, tout ça. Je trouve que c'est bien parce que ça rend le handicap, ça fait rentrer le handicap dans la vie quotidienne des enfants. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Maintenant, sur l'autisme, c'est vrai que il n'y a pas de caractéristiques physiques à l'autisme. Non. Je veux dire, alors donc ils ont montré que ces poupées, Mattel a fait une vidéo où ils montraient que ces poupées avaient des bras articulés et qui étaient un peu différents des autres pour montrer les mouvements, et ils montraient des enfants autistes qui jouaient avec. Oui, c'est un rapport au monde. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure, et c'est une vraie question, on doit, évidemment qu'il faut intégrer, et que c'est formidable quand les écoles font, mais est-ce qu'on doit le mettre dans des jeux pour enfants? Oui, je crois. Alors pour le coup, moi je crois. On ne peut pas d'un coup expliquer Est-ce que vous achèteriez une poupée diabétique, une Barbie diabétique à votre fille? Non, mais c'est la question, sauf si elle est diabétique. Donc, est-ce que vous allez vraiment favoriser... Vous savez, on posait, pardon de dire des choses un peu comme ça brutales, mais on posait la question aussi de dire est-ce que des familles blanches vont acheter des poupées à la peau noire? Ben oui, c'est des questions qui se sont posées. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Pour arriver à s'identifier. Oui, c'est plutôt bien. Par exemple, moi, j'aimerais que les poupées... par exemple, on sait combien les jeunes filles ont des problèmes avec leur corps, ont des problèmes avec leur poids. J'adorerais qu'il y ait des poupées rondes et que ça rentre. C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas, mais je trouve que c'est formidable. L'objet de la Barbie, c'est de rêver, c'est de jouer, et pourquoi pas rêver avec la différence? Oui. Non, moi je trouve que c'est très bien. Me dit à quand la Barbie obèse, ou aux jumelles siamoises, ou aux Barbie trans. Non, alors pas la Barbie trans. Pourquoi pas? Je veux dire, non, mais jusqu'où je pose la question. Je pense que les deux positions sont compréhensibles. À la fois la liberté de la marque de créer des produits différents, on l'a dit à l'instant, auxquels des personnes peuvent s'identifier. Et vous soulevez un point important, Valérie, c'est que est-ce que les enfants veulent rêver? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme produit? Auparavant, il y avait un modèle particulier de jouet. À mon avis, il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de la difficulté du sujet, c'est pas noir ou blanc, c'est une zone grise. Pour l'instant, on a une multiplication des produits avec une multiplication des identités et des personnes qui veulent s'identifier. Voilà, vous avez des centres d'intérêt différents. C'est pas vous une identité, pardon. Comment dire? Le handicap n'est pas une identité. Typiquement, pour l'acceptation du handicap, c'est quand même un enjeu majeur de notre société. Merci bien, je suis au courant. Mais pour l'autisme, par exemple, est-ce que c'est ce qui fera le plus? Est-ce que c'est important? Moi, je pense que, vous savez, on en a parlé pendant la campagne présidentielle, avec la mise à l'écart, malheureusement, d'enfants handicapés dans les écoles. Et ça avait fait un buzz énorme quand Éric Zemmour a mis les pieds dans le plat à l'époque, en expliquant qu'il y a plein d'enfants qui n'avaient pas de personnes pour les accompagner à l'école. Et malheureusement, notamment dans le nord de la France, ils ont la possibilité d'aller en Belgique, mais il y a plein d'enfants qui ne sont pas accompagnés. Donc je comprends le privé fait ce qu'il veut actuellement là, par exemple avec ce produit, mais le rôle du politique, c'est typiquement de s'occuper concrètement des enfants qui, eux, sont en situation de handicap. Oui.
Je pense qu'il faudrait rappeler quand même qu'on a pendant longtemps fait le reproche à Mattel et à la Barbie d'incarner justement une forme de perfection auquel les Françaises ne s'identifiaient pas, avec un idéal qui finalement est très éloigné de la réalité. Donc Mattel a fait évoluer le produit et le jouet de façon à permettre à tous les Français de pouvoir s'identifier. Maintenant, sur la question de la représentation physique de l'autisme, effectivement, là, on peut se poser des questions et c'est critiquable. Ouais. Dans l'aspect mettre à disposition d'enfants aussi le rapport à la différence par le jeu, je pense que ça peut être favorable pour que collectivement on puisse mieux s'appréhender dans la société aussi, si on considère que la Barbie est un outil pour les enfants, pour les adapter à la vie sociale. Je suis pour un Ken obèse, personnellement. Allons finir, allez, un petit clin d'œil, mais on pourra se poser la question, même si on est pris un peu par le temps, d'avoir un monde dirigé par les robots. Est-ce que de plus en plus l'être humain est en train de disparaître au profit des robots dans ce monde? Au Japon, reportage sur le 20h de France 2 pour faire la circulation. C'est désormais les robots de forme humaine habillés en policiers qui vous donnent les ordres, vous filment, vous fait circuler et c'est eux maintenant qui font la circulation. L'humain a disparu. Au milieu du croisement, il a toutes les apparences d'un policier en chair et en os. La tenue, les bras qui dirigent la circulation, mais d'un peu plus près, il s'agit bien d'un robot posé sur 4 roulettes, équipé de 6 caméras haute définition et surtout, il sait se faire respecter. Au premier coup d'œil, il ressemble à une personne réelle. Il a beaucoup de gadgets. Je crois qu'il est là pour être dissuasif. En Chine, plusieurs villes ont mis en place ces robots. Démonstration. Vous en noir, portez votre casque. Veuillez reculer derrière la ligne, s'il vous plaît. Vous, habillé en blanc, ne restez pas là. Mettez-vous dans un endroit sûr. Petite erreur, j'ai dit le Japon, c'est en Chine. En Chine, ouais. On a quand même un vrai problème. Dans les années qui arrivent, 50% des métiers seront validés par du robot, du numérique, de l'IA. Alors moi, ça ne me gêne pas sur la médecine. Hein. Vous avez vu maintenant, les opérations se font par robot à distance. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on perd l'humain. En fait, on perd les relations. Peut-être que Valérie, dans 5 ans, vous ne serez plus là. Il y aura robot à votre place. Oui, mais ça veut dire qu'on perd la mimique, on perd la relation, on perd la fraternité. Franchement, on arrive dans un monde inhumain aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de cette question de l'inéligibilité des politiques. Est-ce qu'il faudrait changer la loi? Et puis KFC qui embraye le pas à Quick et à d'autres, à Five Guys, qui ont décidé de rendre certains de leurs fast-food halal. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio et gagnez un moment exceptionnel. Hein? Les courses. Et tout de suite, on va retrouver Jean-Paul Delperrier. Ah non, on est en ligne avec Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Christine, Valérie, bonjour vous êtes aux côtés des agriculteurs qui manifestent. Vous êtes au sud de Toulouse. Oui, absolument. Je suis avec les agriculteurs qui sont arrivés de l'Ariège, de la coordination rurale. C'est par eux qu'a commencé la contestation il y a plus d'un mois avec l'abattage de ce troupeau de 200 vaches, souvenez-vous. Et ils ont réussi à revenir sur Toulouse aujourd'hui, comme la semaine dernière. Mais cette fois, ils sont venus avec des véhicules légers. Ils sont actuellement au rond-point d'un très grand centre commercial au sud de Toulouse. Et ce matin, il y a eu plusieurs points de blocage de cette manifestation qui se veut intersyndicale, à l'appel de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, la coordination rurale et de la Confédération paysanne. Ça a été effectivement un énorme bazar, un énorme chaos de circulation à l'entrée sud de la ville. Pour l'instant, il y a beaucoup plus de forces de l'ordre que de manifestants. Les agriculteurs tentent de se rejoindre. Et puis autre fait important également, c'est du côté de l'aéroport de Blagnac, avec une autre manifestation, cette fois celle de la coordination rurale du Gers, avec le très emblématique Lionel Candelon, qui est le président de la Chambre d'agriculture du Gers. Et on a appris il y a quelques instants qu'il avait été interpellé avec 2 autres adhérents de la coordination rurale. Cette interpellation, sans doute une garde à vue derrière, risque effectivement de tendre encore un peu plus l'atmosphère autour de cette colère agricole. Manifestation qui avait été interdite par le préfet, je le rappelle. Quel sentiment vous avez, vous qui les suivez, qui êtes aux côtés des agriculteurs depuis plusieurs jours? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils sont plus que jamais mobilisés? Ou est-ce que vous sentez un essoufflement, même si ce matin il y a évidemment cette mobilisation qui se met en place? Alors je pense que l'essoufflement, je ne le perçois pas. La fatigue, c'est certain.
L'essoufflement, non, parce que véritablement, c'est un cri de colère et de désespoir qu'il lance à chaque fois. Les annonces qui sont faites par le gouvernement, ils le disent, on entend les annonces, mais le problème, c'est entre l'annonce et la réalité des faits. Ils se souviennent de ce qui s'était passé il y a 2 ans, Gabriel Attal, sur ce botte de foin et ces annonces qui avaient été faites. Et depuis, il ne s'est rien passé. En tous les cas, peu de choses ont changé. Et donc, ils sont déterminés à cette fois ne pas rentrer comme cela dans leur ferme. Alors ils seront pris évidemment par, on va dire, la météo et en tous les cas le rythme de leurs exploitations, mais ils sont bien déterminés à continuer à marquer des actions comme ça, ponctuelles, ils ne savent pas comment. Et dernière chose, c'est la seule réponse de l'État aujourd'hui, et c'est ça qu'ils dénoncent, et c'est un fait aussi, c'est la présence massive des forces de l'ordre. Là où je me trouve, je vous dis, il y a une 50aine d'agriculteurs, on compte à peu près 4 véhicules Centaure de la gendarmerie, il y a 2 colonnes de gendarmes mobiles pour les encadrer. En fait, il y a plus de forces de l'ordre qu'il y a de manifestants, et ils ont le sentiment que c'est la seule réponse que leur apporte le chef de l'État et en tous les cas le gouvernement. Donc ça crée encore plus de tensions, c'est ce que je peux vous dire. Mais Christine, qu'est-ce qu'ils réclament concrètement? Pose la question. Alors, ils réclament toujours le changement de ce protocole sur la dermatose, puisque ça n'a pas bougé d'un iota, ça a été annoncé en début de semaine. On continuera d'abattre les troupeaux tant qu'on trouvera un cas de dermatose nodulaire dans une exploitation. Ils réclament également des garanties sur le Mercosur, de ne pas disparaître et être broyés par cet accord de libre-échange. Et puis enfin, de réformer, j'allais dire, l'agriculture de fond en comble et peut-être plus en adéquation avec la réalité des territoires. On ne fait pas de l'agriculture en Occitanie avec des territoires de montagne. C'est la région où le revenu agricole est le plus faible de France. Et ils disent on ne peut pas faire les mêmes règles pour quelqu'un qui est dans le nord de la France ou en Bretagne et nous ici en Occitanie. Et enfin, je parle notamment pour les territoires comme le Gers ou pour l'Ariège. Ce sont des territoires de moyenne montagne et l'Ariège c'est la haute montagne. C'est des toutes petites exploitations, donc véritablement ils se sentent abandonnés, broyés. Ouais. Et voilà. Et la réponse avec ce maintien de l'ordre, qui est une doctrine en tous les cas, qui est on va dire une décision de la part des préfets pour éviter de se retrouver avec des tracteurs en centre-ville. Cette présence massive des forces de l'ordre, ils le vivent très mal, même si après on voit des images très étonnantes. Pendant ces manifestations, gendarmes et agriculteurs discutent, ils échangent, il y a des sourires, il y a des échanges, et donc on voit très bien qu'il y a quelque chose. Enfin, j'ajouterai juste une dernière chose, c'est le soutien de la population. Les gens klaxonnent, lèvent le bras de la portière, certes ils sont bloqués, ça les agace. Ce que vous nous aviez dit quand la rocade a été bloquée en début de semaine, les gens ne râlaient pas et étaient plutôt très patients. Oui, ils sont patients et surtout ils se comprennent. Et à Paris aussi, c'est ce que dit... À Paris hier, moi j'ai vu très tôt le matin à l'Arc de Triomphe les tracteurs arriver. Je peux vous dire qu'ils étaient très soutenus par les Parisiens qui étaient là, très patients. Voilà, je crois que Mais on aime nos agriculteurs. Je crois que les Français ne s'y trompent pas en réalité. Enfin, je suis désolé, mais on les aime mal. Moi, je ne sais pas s'il y a encore Christine Bouillot. Je suis allé 2 fois, moi, à Carbone, avec Gabriel Attal. Et je voudrais dire 3 choses. D'abord, l'Union européenne, c'est 14 milliards. Ça fait 2 900 € par exploitation. Mais on a un vrai débat. Chez nous, dans cette Occitanie, c'est montagneux, c'est des petites exploitations. Ça serait plus intelligent qu'on fasse un commissariat qui fasse en sorte qu'on regroupe déjà la réflexion qu'on doit avoir. Le deuxième point, c'est que on était dans une ferme il y a 1 mois, on dit à l'agriculteur qu'on va abattre toutes ces vaches. Vous savez, la réponse qu'il m'a dit, ça m'a marqué, Valérie. Il m'a dit, vous allez tuer mes filles. C'est ce qu'a pas compris ce gouvernement. Mais c'est ce qu'ils nous disent, c'est leur famille. Et donc vous venez pas avec des centaures le mardi, avec des troupes de CRS qui n'ont pas envie de faire leur job pour abattre le troupeau. Vous organisez autre chose. Après, Valérie, je suis désolé, mais je le dis aux centres commerciaux, aux supermarchés, je le dis aux restaurateurs. Il y avait un restaurateur à Carbone qui me dit, moi c'est 40 centimes de plus, je vais acheter du poulet en Espagne. Donc il y a une responsabilité des producteurs, des supermarchés et eux des syndicats.
Moi, je leur dis, FNSEA, coordination rurale, ultra, entendez-vous, le politique, c'est diviser pour mieux régner, c'est rassembler pour mieux gérer demain. Et on ne sait pas faire. Allez, merci Christine. Et puis évidemment, on va vous retrouver tout au long de la journée dans les différentes émissions de Sud Radio. Merci à vous. Tout de suite, on va aller retrouver Jean-Paul Delperrier pour les courses qui aujourd'hui se courent à Cagnes-sur-Mer. Bonjour Jean-Paul. Bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Le prix de Cannes sera support des paris à la carte aujourd'hui dans la deuxième épreuve de la Réunion 1. 2000 mètres sur la piste en sable fibré avec 16 partants. Le 9 Aloysius sera donc mon favori devant le 15 Grand Balcon, 13 Melbora, la Skauna, 10 Xylofono, 8 Scadi, 14 Gracian Bonanza et 7 Central Park West. 9 15, 13, As, 10, 8, 14 et 7. En Réunion 3, course 3 pour ma sélection du jour sur l'hippodrome de Cordemais, le 3, Kéros Écu. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va parler de nos agriculteurs. Évidemment, vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre, puisque la mobilisation continue. Ils ont quitté Paris, ils ont quitté l'Assemblée nationale ce matin. Qu'est-ce que vous vouliez dire Simplement, Valérie. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Simplement, Valérie, qu'à la base, ça devait être mon coup de cœur. Oui. Je suis ravi que les Français soutiennent aussi massivement les agriculteurs. Maintenant, quel est le rôle du politique ? On a commencé à en parler au début de cette émission. On en parle tout de suite. Le politique doit prendre des décisions efficaces plutôt que de multiplier les normes et de se mettre et d'essayer de donner, de travailler à la place des agriculteurs ou de les forcer à faire telle ou telle chose. Vous savez très bien que le problème, notamment en Europe, mais surtout en France, c'est la multiplication des normes. Et on a trop tendance d'ailleurs en France à surappliquer des normes européennes. Et évidemment, quand on a la menace du Mercosur, parce que c'est ça le véritable enjeu maintenant, évidemment, il y a la dermatose à court terme, mais à long terme, c'est le Mercosur, c'est l'ouverture des frontières à une viande, notamment, qui sera beaucoup moins chère et qui risque de tuer nos agriculteurs. Donc ce que je veux dire tout simplement, c'est que là, on a un objectif de souveraineté alimentaire, on parle beaucoup de la souveraineté numérique, un objectif de souveraineté alimentaire, et plutôt que de blablater, comme ça a été déjà le cas pendant des années, en espérant, en oubliant, voilà, concrètement, la plupart des politiques oublient les agriculteurs quand ils ne sont pas en tracteur sur les Champs-Élysées. On n'y pense pas, alors qu'on sait très bien qu'il y en a qui se suicident. Très nombreux, beaucoup trop nombreux. On sait très bien qu'ils vivent de très peu. Quand vous avez vu le média Néo qui les a interviewés pour leur demander quels étaient leurs salaires et ce qu'ils se versaient, et vous aviez des quand je peux me faire un salaire, je verse 200, 300 euros, 500 euros péniblement. Certains étaient à 1500 euros en travaillant 3 fois plus que la plupart des gens. Donc bref, le rôle du politique aujourd'hui, c'est pas des mesurettes à court terme, c'est d'assurer notre souveraineté. Il y a Jean-Pierre sur les réseaux sociaux qui nous demande si ce soulèvement des agriculteurs peut avoir un impact sur les municipales. Dans certaines régions, je pense. Pas partout, mais dans certaines régions. Mais souveraineté alimentaire, moi je veux bien, mais on voit qu'on n'est pas capable d'avoir des œufs et que la moitié des poulets, ou je ne sais plus quel est le chiffre, sont importés. Donc moi je veux bien tout. Oui, mais moi je veux bien souveraineté alimentaire, sauf qu'on n'est pas capable de produire. Et je recite à chaque fois ce producteur de blé qui nous disait qu'il vend son blé pour des fabrications de pâtes, il le vend plus cher que du blé qui vient du Canada. Donc il y a un moment, il y a un problème aussi. Mais je pense que le problème est pris à l'envers. Parce que je comprends qu'on ne puisse pas être capable de produire certains produits, mais quand on voit toutes les normes, les coûts, les charges pour les agriculteurs, évidemment qu'à un moment, c'est pas, ils peuvent même pas vivre. Je vous parlais d'agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a des choses qui aujourd'hui coûtent beaucoup trop cher à produire. Et puis évidemment, quand vous avez souvent des fils d'agriculteurs ou des filles d'agriculteurs qui veulent pas reprendre l'exploitation, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parfois, on parlait des agriculteurs qui ont de petites exploitations, de l'isolement. Est-ce que ces personnes vont pouvoir être en couple ? Est-ce qu'elles vont pouvoir élever leurs enfants ? Enfin, il y a plein de questions autour. Est-ce qu'il y a une école pour les agriculteurs, pour les enfants d'agriculteurs autour ? Le fait est que non. Oui, mais regardez ce qui s'est passé pour les œufs. Oui. Les œufs, on a appris qu'il n'y avait pas assez de poulaillers, en fait. Je parle de poulaillers industriels. Et que les écolos, en premier, ont refusé que des poulaillers soient installés dans leur commune. Mais donc, il y a un moment, on ne peut pas... Moi, je suis d'une circonscription qui était agricole. J'ai souvenir d'être allé avec mon écharpe au tribunal pour soutenir des agriculteurs pour des logements saisonniers. C'est un très gros qui sert les supermarchés. J'ai souvenir d'avoir les gendarmes qui me courent après
fait parce qu'on voulait nettoyer les ruisseaux et qu'on nous disait non, ça dépend de l'État. Les DTM, vous ne nettoyez pas les ruisseaux. Donc ça veut dire qu'on marche sur la tête, je suis d'accord avec vous. Il y a trop de normes. Arrêtons d'emmerder les Français. On y revient dans un instant. Petite pause, puis ce sera votre coup de cœur sur ces... coup de gueule. Pour ce coup de gueule, on va continuer à parler d'agriculture et puis poser un certain nombre de questions aussi autour de la production française. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour d'Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Julia Achat, conseillère municipale à Kingersheim dans le Haut-Rhin, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour et également celui de Sarah Knafo qui se présente à Paris, et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Gilles, vous vouliez réagir sur les œufs avant de donner la parole à Julia. Je suis monsieur Son, et reportage. Hier, dans le 20h, était expliqué pourquoi il y avait une pénurie des œufs, parce que évidemment c'est la protéine la moins chère et qu'on a de moins en moins d'argent, mais c'est aussi dû aux influenceurs, ça c'est plus surprenant. Alors, la hausse de la consommation, on l'explique par différents facteurs. D'abord, elle a commencé en 2023, donc au moment plutôt de l'inflation, puisque c'est vrai que l'œuf est la protéine animale la plus accessible. On a aussi d'excellentes qualités nutritionnelles. Donc en fait, c'est un produit qui est notamment aussi porté par les sportifs. Tous les influenceurs sur le sport, etc., parlent aussi de nutrition. Et quand on veut finalement une source de protéines naturelles, l'œuf, c'est la solution idéale. Pour répondre à l'augmentation de la demande, 300 nouveaux poulaillers devraient voir le jour d'ici 2030. La filiale œuf est aussi en pleine transition vers des modes d'élevage alternatifs à la cage, plus respectueux du bien-être animal, comme l'élevage en plein air, ce qui peut diminuer la capacité de production. Voilà. Et oui, le fait qu'ils soient en plein air empêche aussi d'avoir des œufs en batterie. Et c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'œufs combinés aux influenceurs. Vous qui êtes sportif, vous prenez des œufs dès le matin? Alors, moi, pas dès le matin, mais très régulièrement, effectivement. Et ça se multiplie, mais c'est une source de protéines, mais pas seulement, c'est un aliment qui est... Moi, je pratique vous avoue tous les jours. que pendant très longtemps, c'était croissant, beurre, confiture, et ça fait 5 ans que je prends des œufs le matin. Et très franchement, d'abord, c'est important, les œufs, de faire de la sportivité, mais surtout, vous avez moins faim, vous allez à 10 heures. Et donc, vous mangez équilibré. Et c'est vrai qu'on a une jeunesse qui mange n'importe quoi. Je pourrais parler des fast-foods, mais les œufs et le poulet, ce sont la base de la diététique. Et c'est important pour nos gamins. Donc, laissons tomber des croissants, pas tout le temps, mais 2 œufs au plat le matin, ça vous tient une journée. Pour pas être crevé. Alors, Julia Achat, vous vouliez faire votre coup de cœur sur les œufs. Non, pas sur les œufs, mais sur l'engagement des patrons de la grande distribution à ne pas acheter de produits du Mercosur. Exactement. Mais allez-y. Mais est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège de communication? Est-ce que c'est possible? Alors, dites-nous pourquoi c'est un coup de cœur pour vous. Effectivement, moi je trouve ça assez intéressant d'avoir une dynamique favorable et patriotique dans le contexte un petit peu compliqué dans lequel on est aujourd'hui. Effectivement, si je vous dis 100% de volailles françaises, 97% de bœuf tricolore et 100% de porc made in France, c'est la promesse d'Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour et qui a été suivi par les autres patrons de la grande distribution qui s'engageaient du coup à ne pas commercialiser des produits issus de l'accord Mercosur qui devrait être ratifié le 17 janvier, on le rappelle, suite au changement de position et de posture de l'Italie. Moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça démontre que lorsque les politiques sont défaillantes et que le rapport de force n'est pas en notre faveur, c'est-à-dire en faveur de la France, les acteurs de l'écosystème économique peuvent avoir aussi une décision qui est à la fois économique et surtout politique. Et donc de montrer qu'il existe la politique de l'assiette. Si nos politiques ne sont pas capables, du coup, aujourd'hui, de défendre nos agriculteurs en s'opposant drastiquement au Mercosur, parce qu'effectivement, c'est une décision collective européenne, les patrons de grande distribution semblent vouloir dire que eux, de leur côté, ils s'engagent à ne pas les commercialiser. Et je pense que de reprendre leurs mots et de les challenger sur leurs promesses, ce sera une manière aussi de garantir leurs paroles. Mais y compris mon poulet basquez de chez Marie. Oui, c'est ça, c'est est-ce que les produits transformés, est-ce qu'ils vont enlever les pizzas de Fleury-Michon, ma pizza de Fleury-Michon avec du bœuf, mon poulet basquez, comme je l'ai dit, de chez Marie ou de chez Picard, ça s'arrête pas juste à vendre du poulet ou à vendre du steak en dehors du Mercosur. Alors, il y a aussi tous ces
produits transformés dans lesquels on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Il y a transformé en France, mais on ne sait pas les origines. Je pense que du coup, la promesse et les chiffres que je vous ai évoqués, c'est surtout une promesse qui est dans les boucheries qui sont présentes dans les magasins de grande distribution. Après, on a un débat aujourd'hui qui est très intéressant. On sait ou pas que jusqu'au 1er mars, il y a les négociations qui sont faites entre la grande distribution et les fournisseurs et les agriculteurs. Eh bien, écoutez, vous avez soulevé un point sur lequel il faudra que les patrons s'expliquent aussi de ce point de vue-là. Sont-ils patriotiques jusqu'aux produits transformés? Alors, Stéphane nous dit, les œufs importés sont-ils soumis au même contrôle sanitaire? Non, parce que les rappels consommateurs sont de plus en plus nombreux. Ça, je ne sais pas. Et je vois aussi sur X quelqu'un qui dit, je viens de faire mes courses chez Leclerc. Comme d'habitude, 2 fruits provenant de France, pommes et poires. Le reste, Portugal, Espagne, Nicaragua, Afrique du Sud, Honduras, Italie, Maroc, Mexique. Et moi, je mange des poires françaises depuis un mois pour ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. C'est très compliqué. Moi, je suis désolé, j'aimerais bien vous suivre, madame, mais alors, moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai pas honte de le dire. Dans un supermarché chez moi, il y avait une bouteille de vin à 1 centime. Je suis désolé. Ils font les poches des agriculteurs, les supermarchés. Ça leur permet de vendre à perte du Nutella, enfin, toutes ces merdes que nos gamins bouffent. Et je suis désolé. La grande distribution a une grande part de responsabilité sur nos agriculteurs. Les collectivités locales, elles achètent des produits transformés pour nourrir nos enfants, alors qu'à l'image de la métropole de Toulouse, c'est pas mon parti, Jean-Luc Moudet, c'est un homme de droite, mais il sert 35 000 repas par jour avec de la production locale. Donc, ils nous prennent pour des cons, les supermarchés. Ils font du business. Mais c'est plutôt une démarche vertueuse. Pourquoi pas ne pas la saluer? Enfin, je veux dire, on peut pas dire à chaque fois qu'un patron prend des bonnes dispositions, dire que c'est un objet de communication. Mais chaque année, ils nous font pareil, madame. Non, mais je trouve que c'est plutôt formidable. Ils font pareil chaque année, mais par ailleurs, il y a la loi Egalim qui est censée protéger les agriculteurs durant les négociations. Ça, c'est les députés qui ont travaillé sur la loi Egalim. Je l'ai voté, mais à mon avis, dans l'application, elle ne correspond pas. Sinon, on n'aurait pas les agriculteurs sur les autoroutes en train de mendier en disant « protégez-nous ». Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a une responsabilité. Les restaurateurs aussi. Moi, j'ai l'exemple, quand je suis à Carbone, il y a un restaurateur qui me rentre dedans me disant « vous êtes des nuls ». Il n'a pas tort. Sauf que lui, il me dit « je vais acheter un poulet en Espagne parce que mon plat qui est à 11,40 €, il faudrait que je le passe à 11,90 €, alors je vais acheter un poulet en Espagne ». Il ne peut pas rogner de 20 centimes sur son budget à lui et acheter français. Nous sommes tous co-responsables. Le consommateur aussi a une responsabilité. Oui, exactement, une responsabilité collective. Personne autour de la table a acheté des tomates cerises à 99 centimes. Carrefour. Chez Carrefour. Oui, vous avez raison. Écoutez, hier soir, j'ai acheté des mandarines d'Espagne parce qu'il n'y avait que ça. Et je fais ma cuisine tout seul parce que je vis à Paris. Et ben, j'avais que ça. Et ben, ça m'a fait mal au cœur de les payer 3 € et quelques parce que je sais très bien qu'elles viennent d'Espagne et qu'il n'y a pas de normes et qu'elles sont pourries de pesticides. Mais j'aurais aimé ma mandarine de Corse. Elles étaient bonnes. Mais elles étaient bonnes. Pardon, mais non, celles de Corse, elles sont exceptionnelles. Vous êtes sur les mandarines. C'est forcément les meilleures. Non, sérieusement. C'était 0,10 centimes le litre de vin, me dit. Quel est le... Voilà, une auditrice qui me dit c'est une erreur. Voilà, mais d'ailleurs, ça ne passait pas à la caisse, c'était chez Lidl. Mais voilà. Quel est le rôle du politique? Encore une fois, quel est le rôle du politique? Il faut libérer, permettre aux agriculteurs de travailler avec moins de normes. Voilà, c'est bien de commenter ce qu'ils font. Alors, je comprends que Alexandre Bompard fasse du marketing. Je ne le critique pas pour ça. C'est normal. Ils le font tous. Mais c'est pas que du marketing. Alors, ça attire. Faut être positif. Mais justement, le marketing pour moi c'est pas négatif, c'est juste qu'ils veulent parler aux gens. Il y a un public qui veut acheter français. On le voit souvent sur les fruits et légumes parce que c'est affiché en gros, donc on peut facilement choisir pour acheter français ou pour acheter européen quand on ne veut pas acheter français. Mais le rôle du politique aujourd'hui, pour avoir des résultats concrets, c'est de rétablir, pardon de le répéter, notre souveraineté alimentaire. Et donc là, on voit qu'Emmanuel Macron, il a tergiversé pendant longtemps sur le Mercosur. On peut pas se savoir comme ça. Il a pas suffisamment tapé du poing sur la table. Mais il a quand même dit non. En tout cas, sur ce que disait Christine, les Français aiment leurs agriculteurs, les Français aiment ceux qui les nourrissent, et je pense qu'on est d'accord sur le point que, évidemment, c'est l'asphyxie normative qu'il faut combattre, et puis il faut que nos politiques au Parlement européen se battent. Nous, on a la chance d'avoir Céline Imard et Xavier Bellamy qui se battent pour rendre aux agriculteurs leur liberté, leur salaire et leur dignité, en fait, ce que réclament les agriculteurs.
agriculteurs, c'est qu'on leur rende la dignité de leur travail. Voilà. Tous les Français d'ailleurs veulent qu'on leur rende la dignité de leur travail. Je suis d'accord avec vous, mais pour le Mercosur, ma région, l'Occitanie, c'est le plus grand vignoble du monde. On a besoin d'exporter le vin. On a besoin d'exporter le fromage. On a besoin de vendre nos voitures, madame. C'est pour ça que Céline Imar, elle dit c'est un scandale, Macron, salaud, voyou. Non, elle n'a pas dit ça. Ah, pas loin. Non, elle n'a pas dit comme ça. Moi, je l'aime bien, mais elle a fait de la politique. Moi, je l'aime beaucoup. On va arrêter de faire de la politique, occupe-nous des vrais problèmes des Français. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc de ces KFC qui deviennent halal et également d'un étrange manuel d'histoire géo que vous vouliez évoquer, Alexandra Spinner. À tout de suite. Tous les jours de 16h à 17h, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Il y a cette actualité KFC, donc Kentucky Fried Chicken, qui devient partiellement halal, une décision commerciale, ou alors est-ce que c'est, comme le dit Florence Bergeau-Blaclair, une manière de faire de la politique différemment, une arme politique, une stratégie. Le halal aujourd'hui ne concerne plus, vous l'avez certainement constaté, que la viande. Ça concerne beaucoup d'autres secteurs et on peut s'interroger sur ces fast-food comme Quick, comme Five Guys. Et depuis quelque temps, donc KFC, qui ne vendent plus que de la viande halal. On a un appel, on a Flore en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Flore. Vous êtes choquée ? Est-ce que vous êtes dans un endroit où c'est le cas ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis totalement contre. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait que du sens unique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités qui proposent des alternatives. Et aujourd'hui, si on passe au 100% halal, alors je ne suis pas contre, chacun ses croyances, chacun ses façons de manger ou autre. Mais aujourd'hui, le fait de passer en 100% halal, moi je ne suis pas super d'accord parce que ça me laisse pas le choix. Oui, vous avez le choix d'aller dans un autre restaurant. Exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est en augmentation. Oui, alors apparemment depuis donc le 1er janvier, KFC met à la disposition de ses clients sur son site internet la liste de leurs restaurants qui oui, il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine. Et je les ai là. Moi, je dirais que moi, je dis souvent qu'on a la politique de sa géographie. Si ces restaurants pratiquent le halal, c'est qu'ils ont des clients. C'est ça aussi, enfin je veux dire, c'est... Oui, mais c'est une manière, est-ce que vous êtes d'accord avec Florence Bergeau-Blaclair qui a écrit un livre sur le halal, c'est du militantisme, bien sûr. Comment le halal aujourd'hui est une arme pour les frères musulmans, pour entrer en société, ce que décrivent depuis des années des gens qui ont vu arriver ces choses, cette manière de faire en Algérie et qui racontaient que les frères musulmans et cet islamisme radical va arriver ou arrive par la société. C'est là où je pense que c'est pire que ça. Moi, je trouve que vivre en société, c'est avoir le choix. Et c'est vrai que vous avez raison, madame, parce qu'en fait, on est sur du business en fonction de la géographie. Et ça, c'est pas ça de faire une nation. Moi, j'ai pas de souci. J'aimerais rentrer dans un restaurant et pouvoir choisir du halal, du kasher ou autre chose, avoir le choix. Et vous savez, moi qui ai un club sportif, c'est pareil. Vous avez vu qu'on fait de plus en plus des clubs de femmes, des clubs d'hommes. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des soucis. J'étais en Corée dans une salle de gym à Paris où j'aurais mis en place quelqu'un qui regardait d'une manière insidieuse une personne. Mais on est en train de tout catégoriser. Il y a des sites maintenant, on épouse quelqu'un qui est de la même confession. On ne l'épouse pas parce qu'on l'aime, on l'épouse parce qu'elle partage la même religion. Et c'est ça qu'on n'épouse plus parce qu'on aime. Ça date de toujours qu'on n'épouse pas que des gens qu'on aime. Là où moi j'aimerais rebondir, c'est qu'en contrebalance, il y aura la politique de l'assiette. Ce sera à chacun de savoir, étant donné la politique de KFC, puisque c'est une décision politique et économique, mais là, dans le débat, l'un ne va pas sans l'autre, ce sera aux Français de choisir si, ok, je suis d'accord de manger halal, étant donné qu'ils ne laissent pas le choix, et dans le cas contraire, ils perdront des clients. C'est là où je ne perçois pas non plus la valeur économique, et vous avez parfaitement raison sur la question de stratégie de territoire. Oui, stratégie de territoire et stratégie d'entrisme aussi. Bon, Samuel Lafont. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enseignes qui passent au halal en France ? Simplement parce que c'est une conséquence de l'immigration massive, notamment l'immigration musulmane depuis des années. C'est une simple conséquence.
une immigration à laquelle les Français se sont opposés. On le voit régulièrement dans les sondages. Ils s'y opposent toujours. Paul Sébi est-ce que c'est vraiment l'immigration, puisqu'il y a eu une forte immigration et il y avait pas cette question qui se posait. Alors l'immigration, elle s'est cumulée, c'est un cumul. Évidemment, il y a les enfants et petits-enfants d'immigrés, mais vous savez qu'on fait rentrer 500 000 personnes de manière légale en France, je ne parle même pas de l'immigration clandestine. Donc évidemment, c'est une simple conséquence quand vous faites venir des gens qui sont musulmans et qui veulent manger de la viande halal, qui est des enseignes qui se développent sur le halal. À mon avis, contrairement à ce qui a été dit, évidemment que les enseignes qui font ça font des calculs, elles se disent qu'elles vont gagner plus d'argent, qu'elles vont attirer, qu'elles font un co-marketing. Mais c'est ce qu'on a dit, non ? Chacun sera libre. Chacun sera libre d'aller dans les établissements qu'il souhaite. Si vous voulez plus aller chez KFC, vous êtes très libre de plus aller chez KFC. On avait le même sujet avec Quick à l'époque, quand Quick avait annoncé le halal. Moi, je pense que pour le souci majeur, c'est une question d'identité. Vous avez parlé vous-même de faire nation. Effectivement, quand vous avez des personnes qui souhaitent vivre différemment au sein d'une même nation et le revendiquer, eh bien, on sait que les frères musulmans, vous avez cité Valérie vous-même un livre là-dessus, les frères musulmans se sont servis de ça dans plusieurs sociétés musulmanes déjà pour réislamiser des sociétés, et en plus il y a toute la partie financière, tout ce que ça peut rapporter pour ces personnes-là, et je pense à la fois que c'est dangereux pour notre société, mais que c'est encore une fois c'est une conséquence de mauvaises décisions, et ces décisions qui ont été mauvaises, il faut qu'on mette un stop tout de suite. Donc on arrête l'immigration massive et qu'on retrouve des... Mélanie qui défend une politique contre l'immigration à 2027 va accueillir 500 000 immigrations légales. On peut en parler, c'est pas du tout les mêmes conditions. C'est des personnes qui viendront avec leur religion. Il n'y aura pas de naturalisation, ils peuvent repartir ensuite. Alexandra Spina. Déjà, je pense qu'il faut combattre le communautarisme. C'est ça le sujet. Le vrai sujet, il est là. Et arrêtez de pointer du doigt forcément une religion. Et je constate que tout ça est aussi dénoncé par des musulmans qui eux-mêmes ont subi l'islamisme. Je crois qu'il faut, c'est par ce biais-là qu'il faut prendre le combat et le mener. En fait, c'est un problème politique, pas de problème. Vous avez la France insoumise qui est dans le déni de l'immigration, qui même va plus loin aujourd'hui. Vous avez vu toujours plus. Oui, non, mais dans le déni, et qui va plus loin en expliquant qu'il faut qu'un maire soit racialisé. On est d'accord. Et vous avez le Rassemblement national et Reconquête qui est dans l'hyper-hystérisation de l'immigration. Non, pas du tout. Depuis les années 70, les Français disent dans les sondages qu'ils sont contre l'immigration. On va parler de l'agriculture. Oui. Chez moi, il y a de plus en plus de députés Rassemblement national qui ont été élus parce que les gens votent pour eux, j'ai pas de problème. Mes copains agriculteurs, mes amis agriculteurs, qui c'est qui va ramasser les pommes dans les champs? C'est l'immigration. Dans les EHPAD, qui c'est qui lave le cul de nos bébés, de nos aînés? C'est l'immigration. Qui c'est qui aujourd'hui fait en sorte qu'il y a plus de décès que de natalité? En fait, on a besoin d'une immigration. Quelle immigration? Évitons immigration et communautarisme. Ça, c'est un vrai débat. Mais vous avez raison, cher monsieur. Vous avez raison. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est ce qui clive. Il n'y a rien qui veut apaiser. Mais c'est ça. Au contraire. C'est votre fonds de commerce. Je ne critique pas. Non, au contraire. Moi, je trouve que le conflit tel qu'il est aujourd'hui en politique, ne trouve pas de sortie, notamment pour le mode de scrutin. À cause du mode de scrutin législatif, on pourra en parler. On n'est pas du tout comme les Pays-Bas, comme les pays du Nord qui discutent beaucoup plus. C'est pas le conflit pour le conflit. Vous parliez de certains métiers qui sont aujourd'hui en partie faits par des immigrés. Le problème, c'est que l'immigration, elle tire les salaires vers le bas, et tout le monde le sait, y compris les marxistes. Donc tant qu'on n'arrêtera pas ça, évidemment qu'il y a des métiers où les niveaux de salaire baisseront. Vous m'avez interrompu pour ça, mais c'est fondamental, et tout le monde le sait en économie. C'est pour ça qu'il y a des pays qui vieillissent davantage que nous, par exemple le Japon, ils font pas venir d'immigration. Non, mais il y a un enjeu d'actifs aussi. Il n'y a pas un enjeu d'actifs. Il n'y a pas assez d'actifs, c'est la raison pour... Mais Mélanie... Attendez, vous voulez faire venir combien d'immigrés? Moi, j'ai toujours la même chose. Mais posez la question à Mélanie, puisque c'est un modèle pour vous. Mélanie, à 2027, va faire venir 500 000 immigrations légalisées pour justement permettre à son pays et rassurer sa promesse sur la réindustrialisation. Et c'est la raison pour laquelle elle va faire venir une immigration légalisée. Alors, je vous fais répondre. Il y a bien un sujet d'actifs et non pas uniquement que de pouvoir d'achat de salariés. Je vous réponds. C'est fondamental sur les métiers, notamment du bâtiment. Aussi. Ah oui, tiens. Mais évidemment. Mais sur le fait que Mélanie fasse venir de l'immigration, alors, il faut bien voir que les gens en Italie vont pas rester, ils obtiennent pas la nationalité comme en France, parce que nous on a distribué. Mais non, mais évidemment. Alors le but, vous savez ce qui se passe. Je vous parlais du Japon à l'instant. Les immigrés coréens en partie qui viennent au Japon, ils restent pas tous, et c'est un grand sujet de politique au Japon. Les Japonais se sont exprimés récemment cet été pour dire qu'ils voulaient surtout pas de l'immigration massive parce qu'ils voient ce que ça fait dans les autres pays. Ouais. Vous pouvez pas considérer que vous faire venir le monde entier et l'installer chez vous. Ça n'a aucun sens. Vous avez deux enfants, c'est ça?
Patrick Vignal. Est-ce que vous aimeriez que demain, ils soient embauchés à la mairie de Paris pour ramasser nos poubelles le matin? Très franchement. Attendez, mais je vais vous dire, mes enfants, mais je vais vous répondre très simplement. Ouais. Mes enfants, je vais leur donner la meilleure éducation possible et ils seront tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on a des métiers qui sont moins bien payés que d'autres, notamment, pas qu'à cause de ça, mais notamment parce que l'immigration tire les salaires vers le bas. Mais pourquoi accepter que les immigrés fassent un travail dégueulasse? Ah oui, c'était l'argument du pauvreté. Mais je vais vous dire. Non, mais vous dites, vous accepteriez que vos enfants, ça veut dire que d'une certaine manière, vous acceptez que les gens issus de l'immigration n'aient pas accès à d'autres emplois. Je vais développer ma pensée, Valérie. Pourquoi dire que les éboueurs font un métier dégueulasse? Je suis désolé. C'est un métier difficile. Difficile, dégueulasse. Mais c'est ce que sous-entendait Patrick. Non. Bah si, vous dites. Alors je vais le dire autrement. La manière dont vous je me suis mal exprimé, je veux le dire autrement. Aujourd'hui, dans le bâtiment, dans la restauration, des métiers qui sont plus difficiles, je suis désolé Valérie, moi je rénove des immeubles, je ne trouve pas des gens je trouve pas des gens, je vais pas dire des blancs pour être racisé, mais je trouve de plus en plus des gens qui viennent de l'immigration et qui font un super boulot. Mais c'est moi j'ai mes copains qui me disent mon fils il ramassera jamais les poubelles parce que non mais changer de copain. Mais c'est ça le sujet. Et ils sont de gauche en plus. Définitivement de copain. Pierre est en ligne avec nous. Bonjour Pierre, vous vouliez réagir au sujet du halal? Oui, bonjour. Oui, je trouve bizarre ce débat KFC avec le halal ou autre chose, même la viande cachère. C'est surtout, moi je pense, la façon, il faudrait parler de la façon d'abattre les animaux. C'est pas que ce soit préservé. Ça c'est un vrai sujet. Là, il a raison. Et oui, parce qu'on égorge les animaux. Seulement, égorger un bœuf. Moi, je voudrais que tous les gens qui sont pour viennent passer 1 heure ou 2 heures dans un abattoir et qu'ils voient comment ça se passe. Bien et sûr. vous allez voir que voilà, c'est ça surtout. Et alors, qu'on empêche de faire souffrir la bête, et après, qu'un rabbin, que ceux-ci viennent bénir la viande, c'est pas un problème. Mais surtout, ne pas faire souffrir les animaux. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai fait 45 ans de restauration et je vois qu'aujourd'hui, dans les magasins métro, pour aller citer, il y a plus de viande halal. Comme ça, tout le monde a son choix. Celui qui va manger halal. Et c'est la façon d'abattre les animaux qui est dégueulasse. Vous avez raison. Et c'est ce que disent certains auditeurs. L'association L214. Oui, les défenseurs de la cause animale sont bien silencieux quand il s'agit du halal. On est d'accord. Je trouve aussi. On se retrouve dans un instant. Il y a Julien sur Twitter qui dit est-ce que les plats végétariens, c'est de l'entrisme écologique? C'est évidemment un petit clin d'œil amusant. Absolument. On se retrouve dans un instant. On va parler donc de ce manuel d'histoire géo qui raconte d'une manière plus qu'étrange. Même le président de la République a répondu à propos de ce qui s'est passé le 7 octobre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Alexandra Spinner, votre coup de gueule, coup de projecteur, c'est un vrai coup de gueule. Un vrai coup de gueule. C'est un vrai coup de gueule et je voulais qu'on en parle ce matin, donc ça tombe bien que vous soyez saisis de ce sujet. Oui, alors dans un de ces manuels Objectif Bac, qui sont les petits manuels que nos enfants achètent pour réviser le bac, désigne les 1200 victimes massacrées le 7 octobre 2023 par le Hamas, le plus grand pogrom depuis la Shoah. Massacres, je le rappelle, qui ont eu lieu en Israël, de colons juifs. Alors les proxys idéologiques des frères musulmans et de l'OLP ont visiblement trouvé un relais inattendu chez Hachette. Ils légitiment un pogrom antisémite, ils justifient et encouragent l'antisionisme, ils participent à la montée de l'antisémitisme. J'aimerais rappeler quand même que selon un sondage IFOP, je crois, du début d'année 2025, que vous avez 51% des jeunes collégiens et lycéens qui ont déjà entendu dire du mal des juifs dans leur entourage. Voilà, je suis sidérée. Alors je connais l'idéologie pédagogique qui domine l'éducation nationale depuis plusieurs décennies, je le dénonce régulièrement. Mais il faut rappeler que les victimes de ces massacres étaient pour l'immense majorité des civils qui vivent à l'intérieur des frontières qui sont internationalement reconnues de l'État d'Israël et qui ne sont pas des
colon au sens juridique, politique ou géographique du terme. Juste, Alexandra, il faut vraiment lire la phrase. Non, mais la phrase est terrible. Si vous pouvez la lire, elle est terrible. En octobre, donc c'est ce qui est écrit dans le manuel d'histoire-géographie, en octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. Donc on parle de ces 1200 juifs qui ont, enfin, il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs, il y a eu 1200 victimes de pogroms et qui ont été d'attaques islamistes. Oui. On parle de colons, donc de gens qui sont c'est terrible. Et donc Hachette s'est excusé. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre des mesures. Il faut le préciser. Il a réagi ce matin. Mais voilà, enfin, il faut bien comprendre que ce sont des livres qui sont entre les mains de nos jeunes et on leur livre une version de l'histoire qui est complètement erronée, complètement fausse, complètement militante. Je trouve délirant que Hachette puisse véhiculer des contre-vérités pareilles qui sont les vérités du Hamas. Donc Hachette livre, encore une fois, s'est excusé, a demandé à ce que tous les livres soient retirés, seront détruits et cette édition ne sera pas remise en vente avant que ça ait été corrigé. Il y a quand même eu plusieurs contrôles. C'est-à-dire que il y a eu un conseil pédagogique. Il y a eu des relectures. Écrit, ça a été relu, ça a été vérifié, ça a été revérifié, ça a été édité. C'est-à-dire qu'on se demande jusqu'où va cette folie, quoi. Valérie, pour moi, il y a trois problèmes. D'abord, effectivement, il y a eu des relectures. Donc, les relecteurs, ils doivent peut-être démissionner ou on devrait pouvoir les challenger, comme on dit en mauvais français, puisque si on n'est pas capable de voir passer des énormités pareilles, c'est qu'on ne devrait pas faire relecteur. Deuxièmement, moi, ce qui me dérange, c'est que, alors on parle d'un livre pour le bac, c'est que l'actualité, alors qu'il y a tant de choses à apprendre sur l'histoire pour voir en profondeur et puis pour apprendre des siècles qui nous ont précédés, pourquoi est-ce que l'histoire va tout de suite parler, le bac va parler d'un conflit qui est encore en cours, je trouve ça un peu déplacé. Et troisièmement, on parlait tout à l'heure du conflit en politique et de communauté et de faire nation. Pardon, mais moi j'en ai assez de voir autant, il y a des gens qui promeuvent ces massacres, en gros c'est les civils qui sont massacrés, il y en a en Israël, il y en a ailleurs dans le monde, et on a de plus en plus de gens qui trouvent normal que de faire de la politique, c'est de massacrer des populations. Et ça, c'est insupportable. Et malheureusement, c'est lié à la montée de la violence dans notre société. Et je pense que c'est inacceptable et que c'est ça qui est dangereux sur le long terme en France. Oui. Enfin, ce qui est dangereux selon moi, c'est ce révisionnisme qui est complètement inacceptable. On est d'accord sur ce point. Mais aussi qu'il y a un changement d'histoire. En fait, Patrick, je pense qu'on a des politiques qui sont venus des têtes de gondole qui font du clientélisme, tout simplement. Vous avez vu que maintenant, on ne veut plus appeler Noël. Vous avez des parlementaires qui disent non, joyeuse fête. Mais de quoi on parle là? Moi, j'ai pas de problème, je suis athée. Vous faites de l'hiver. Moi, je crois au Seigneur quand je suis vraiment très mal. Sinon, je n'y crois pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des clients. En fait, on ne veut pas former des citoyens de demain, y compris chez nos jeunes. Et on est en train de cliver la société parce que malheureusement, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je clive, je suis LFI, je tiens les quartiers populaires, je drague sans vergogne la communauté musulmane, et de l'autre côté, il faut le dire, Assemblée nationale, c'est tout contre le musulman. Mais c'est un choix. Et je veux dire, aujourd'hui, et je prends ma part, on a un bloc central, ça ne veut plus rien dire, qui a du mal à exister et à porter une parole forte républicaine. De toute façon, la nuance n'est plus sexy, non, effectivement, absolument. vous l'avez dit, c'est la radicalité. Ce qui est intéressant, pour revenir sur le sujet, c'est que c'est vraiment une question de sémantique. Dans une phrase aussi courte, qu'on soit capable de faire une erreur aussi complexe sur vraiment un mot sémantique. On aurait pu qualifier de victime plutôt que de colon, et vous avez parfaitement raison. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'on est en train de former les générations futures qui seront amenées à faire de la diplomatie à la fois pour la France et ailleurs. Donc effectivement, ça va être important à un moment donné de bien les former. Et j'aimerais juste faire un parallèle. Je suis d'origine serbe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 99, il y a eu une guerre assez complexe avec le Kosovo. Et l'une des raisons pour lesquelles ces deux peuples aujourd'hui continuent de ne pas se parler, c'est aussi que dans les livres d'histoire, il y a forcément la transmission des parents aux enfants sur l'héritage politique, mais dans les livres d'histoire aussi, on critique, on menace
le peuple d'en face, que ce soit des deux côtés d'ailleurs, et ça n'apporte pas forcément du bon dans le processus de paix. Nous étions d'ailleurs du mauvais côté de l'histoire à cette époque. En 99, je vous remercie de me le dire. On accueille Perico Légas qui vient de nous rejoindre. Qu'y a-t-il au menu, cher bien, Perico ? le président Tebboune, président algérien, appelle les jeunes Algériens à revenir en Algérie, à condition qu'ils n'aient pas commis de crime de sang et qu'ils n'aient pas travaillé pour les services secrets étrangers. Mais voilà, c'est peut-être une nouvelle révolutionnaire. Les tracteurs sont entrés dans Paris, ils en sont partis. Du coup, la ministre de l'Agriculture a été mandatée pour faire une loi spéciale, une loi d'urgence pour l'agriculture. On va voir si c'est du pub ou gag comme la précédente. Et puis au final, est-ce que l'euro... met les pieds sur... Est-ce que l'euro s'avérerait finalement un fiasco? Non pas le principe de la monnaie unique ou commune, mais la façon dont il a été organisé, mis en place, est peut-être une catastrophe pour tous les pays. Voilà. Du halal à KFC, je pourrais enfin y aller. Je pourrais enfin y aller parce que voilà, c'est tellement meilleur. Et puis on ne sait pas quand la malbouffe était religieuse. Et plus il y a d'avalanches, plus il y a de skieurs hors piste. C'est formidable. Ben, c'est cohérent. Parce que pour faire des avalanches, il faut des skieurs hors piste. Et le ski hors piste n'a d'intérêt que s'il y a de l'avalanche. Voilà le programme du jour, ma chère Valérie. C'est copieux, comme on dirait chez Perico Légas. Mais je peux garder vos invités qui sont en pleine, que j'ai trouvé en pleine forme. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée et tout de suite Perico. Merci.